Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et avec lui un certain pragmatisme dans les relations internationales. Pour le Maroc, l'administration Trump représente une opportunité stratégique, mais aussi une équation complexe. La récente conversation téléphonique entre Marco Rubio et Nasser Bourita est symptomatique de cette relation particulière. D'un côté, un partenariat solide et historique, de l'autre, des attentes élevées pour maintenir le Maroc comme un pilier de la politique américaine dans la région. À Gaza, le rôle du Royaume du Maroc est salué pour son leadership dans l'aide humanitaire et les efforts de paix, mais au-delà de cet engagement salué, le Maroc devra aussi jongler avec plusieurs priorités. Garantir que le soutien américain à sa souveraineté sur le Sahara reste ferme, élargir la coopération économique avec Washington et continuer à jouer un rôle actif dans les accords d'Abraham, tout en défendant la cause palestinienne que Sa Majesté le roi Mohammed VI a placé au même rang que la cause nationale. L'enjeu pour Rabat et Washington est clair, maintenir un équilibre entre les priorités stratégiques des deux nations tout en consolidant une relation bilatérale qui a traversé les épreuves du temps. Nous allons en parler ce matin dans votre émission de débat Les Décodeurs d'Atlantic Matin avec Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. Ce sera juste après le point info de 8h45 avec Mourad Baba. Les Décodeurs d'Atlantic Matin en ce mercredi 29 janvier 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec vos deux décodeurs attitrés du mercredi. J'ai nommé Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. Jawad Kardoudi est à ma gauche, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Bonjour Si Jawad. Bonjour c'est Abdelali. Et Hassan Alaoui est à ma droite, le fondateur et directeur de publication du magazine Maroc Diplomatique. Bonjour Si Hassan. Bonjour Sidi Adil et merci. Dans la continuité de notre précédente émission, nous avons évoqué l'avenir des relations maroco-américaines avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous allons continuer d'évoquer ce sujet puisque l'actualité évolue rapidement. On a eu une première discussion téléphonique, un premier contact entre les deux chefs de la diplomatie, et marocains et américains. J'ai nommé Nasser Bourita et Marco Rubio. Plusieurs sujets ont été abordés. Alors, cet entretien a mis en avant la coopération d'abord sur des dossiers stratégiques et sensibles pour les deux pays, comme la question palestinienne, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, les accords d'Abraham, projet que Donald Trump, on l'imagine, voudra ressusciter après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Alors, ma première question est assez simple. Quel regard vous portez d'abord sur la teneur des messages adressés par les uns et les autres, par Nasser Bourita et Marco Rubio lors de cette discussion téléphonique, de cet entretien téléphonique. Et qu'est-ce que ça révèle au fond que Marco Rubio, par exemple, ait choisi de s'adresser à son homologue marocain parmi les premiers diplomates à contacter sur des sujets aussi sensibles et qui font la une de l'actualité. Je commence par vous, Jawad Kardoudi. Merci c'est Abdelali. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que c'est le premier entretien du nouveau secrétaire d'État Marco Rubio avec un ministre étranger, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères étranger. Et donc, c'est une marque, il faut le dire, d'intérêt des États-Unis pour le Maroc. Alors, comme vous l'avez dit, ils ont parlé pas uniquement des relations entre le Maroc et les États-Unis, mais de plusieurs questions comme l'accord de cessez-le-feu à Gaza, les accords d'Abraham, la coopération économique et surtout Marco Rubio a marqué le rôle du Maroc dans la promotion de la paix régionale et internationale. Donc je pense que c'est un bon début des relations entre les deux ministres des Affaires étrangères. Hassan Alaoui, une question. Quelle analyse faites-vous de ce premier contact entre les deux hommes ? Premier contact, évidemment, me paraît toujours évident, presque naturel, tout simplement parce qu'il va de soi que deux pays amis comme le Maroc et les États-Unis puissent évidemment avoir une discussion, je veux dire, à un certain niveau, le plus haut, peut-être, c'est celui de M. Rubio et de Bourita. Donc, mais pour moi, c'est ce que le Maroc pouvait espérer. C'est effectivement avoir ce qu'on peut appeler la primeur, si vous voulez, d'une réaction américaine. Tout de suite, quelques jours après
l'investiture du président Trump. Et donc, ce qui s'est dit, bien sûr, le contenu, on le connaît, et surtout, l'évocation de essentiellement deux sujets très importants et significatifs, à savoir, bien sûr, les relations bilatérales, la coopération historique et qui a été donc, par inadvertance ou indirectement abordée, et notamment les sujets brûlants qui, évidemment, devraient faire un peu l'objet, si vous voulez, prochaines de discussions, qui sont, évidemment, la Palestine et le soutien et la quête, la recherche entre les deux gouvernements et les deux États d'une solution pour ce. Bien sûr, la brutale réaction du président américain, je le dis, consistant à vouloir déplacer les populations palestiniennes, presque 400-500 000, si je ne me trompe. Par 2,5 millions. Oui, dans une première étape, je dis, la première étape. Oui. Mais je sais que le chiffre, et ça ne pourra jamais, à mon sens, se réaliser, parce qu'il y a quand même... il faut une stratégie, il faut les moyens, et Trump n'a que 4 ans. Est-ce que, de toute façon, quand bien même... Ça c'est notre deuxième sujet. Si vous voulez, on va réserver le dernier quart d'heure. On va parler de ce que compte faire Donald Trump alors, à pour Gaza. ce qui est, j'en termine, Oui. pour ce qui est, si vous voulez, de la relation maroco-américaine, elle est effectivement au top niveau. C'est la confiance renouvelée des États-Unis, c'est la volonté de réitérer le soutien américain à notre cause nationale, c'est clair. C'est aussi, j'allais dire, le rôle concédé, pas concédé, je veux dire, le rôle loué au Maroc, qui est absolument, je veux dire, clair maintenant sur la scène internationale. C'est la place qu'occupera bientôt, dans les mois à venir, le Maroc encore. Et donc, tout ça, ça participe, si vous voulez, d'une idée que nous devions, nous autres Marocains, nous faire par rapport à cette constance qui est le soutien permanent des États-Unis au Maroc. Alors effectivement, quand on parle de cette relation particulière entre Rabat et Washington, il y a deux questions qui ressortent à chaque fois et encore plus dernièrement, et ça a été le cas d'ailleurs aussi lors de cet entretien. Il y a bien sûr la coopération géopolitique et politique tout simplement sur la question du Sahara, et puis il y a la question des accords d'Abraham. Je rappelle que c'est l'un des projets phares de Donald Trump sur la scène internationale lors de son premier mandat. C'est ce processus de normalisation entre Israël et les pays arabes. Entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que la situation a beaucoup évolué. Nous allons y venir dans un instant. Mais à l'époque, il y avait un homme qui était en quelque sorte la cheville ouvrière de ce processus de normalisation qui s'appelait Jared Kushner, et qui avait fait plusieurs visites chez nous au Maroc et qui s'occupait entre autres de ce dossier. Aujourd'hui, Jared Kushner, on ne sait pas s'il aura un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre sur la relance de ce processus. En revanche, il y a d'autres profils qui émergent. Alors, on a un nouveau secrétaire d'État qui s'appelle Marco Rubio, et qui, lors de ses premières prises de parole, était un peu plus clair sur comment Washington considère la relation à venir, tant sur le volet politique, sécuritaire que géopolitique avec le Maroc. Et puis, il y a son numéro 2. Et là, j'ai découvert un personnage, il s'appelle Peter Pham. Ouais. Alors, Peter Pham, c'est pas n'importe qui, c'est le Non, mais attention, il faudra qu'il soit confirmé par le Sénat. Oui, ce n'est pas fait. Hein. Oui, mais attendez. Ne précipitons pas les choses. Là, justement, ne précipitons pas les choses. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon intervention. Alors, il s'appelle Peter Pham, c'est le secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, qui devra être confirmé, comme tous les autres d'ailleurs, comme tous les autres profils nommés par Donald Trump, ils devront être confirmés par le Congrès et le Sénat américain. Mais pourquoi je parle de ce personnage en particulier ? Parce que c'est un fin connaisseur de l'Afrique. C'est en quelque sorte l'éminence grise de l'administration Trump lorsqu'il s'agit des affaires africaines vues de Washington. Et Peter Pham, là aussi, il faut s'intéresser à ce que disent les gens, parce que les gens sont ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et Peter Pham, il n'a cessé de mettre en évidence, en valeur, le rôle stratégique prépondérant du Royaume du Maroc à l'échelle du continent africain pour la stabilité régionale, notamment sur la question du Sahel, etc., etc. Donc, et certains pensent que le choix est tout sauf anodin et le hasard n'existe pas. Lorsqu'on choisit des profils bien précis, que ce soit Marco Rubio ou son numéro 2, Peter Pham, pour être en quelque sorte les figures de la diplomatie américaine pour les 4 prochaines années, certains y voient un signal plus que positif quant à l'avenir des relations entre Rabat et Washington et surtout
précisément sur la question du Sahara. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Autrement dit, pour faire simple, est-ce qu'au cours des 4 prochaines années, grâce à certains profils comme ceux que je viens de citer, on fera encore davantage de progrès sur cette question du Sahara, vu bien sûr de Washington? Alors, Jawed Kardoudi. je le pense effectivement, comme vous avez dit, aussi bien Marco Rubio que Peter Pham. Peter Pham. Peter Pham. Effectivement, ce sont des gens. Marco Rubio est un homme solide, disons, sur le plan des affaires étrangères aussi. Et donc, je suis très optimiste en ce qui concerne les 4 années à venir, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité. C'est eux qui rédigent la fameuse résolution chaque année. Donc ça aussi, c'est positif. Et ils peuvent aussi, vu la personnalité de Donald Trump et sa puissance, il faut le dire, ils peuvent amener peut-être, d'ailleurs ils ont déjà amené la France à reconnaître la marocanité du Sahara le 30 juillet 2024, et peut-être d'autres pays peuvent suivre. Hier, avec C. Hassan, on était dans une autre réunion, et effectivement, maintenant, il faut que le Royaume-Uni, c'est très important que le Royaume-Uni puisse aussi suivre. Et j'espère, vu les relations très étroites entre les États-Unis et le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni puisse suivre aussi la marocanisation du Sahara. Hassan Alaoui, je reviens sur le cas de John Peter Pham et son rôle potentiel au cours des prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous le connaissons plus ou moins. On sait très bien le soutien explicite et pédagogique qu'il fait par rapport à cette question, par rapport au Maroc. Bien sûr, nous espérons qu'il sera évidemment validé et confirmé par le Sénat, parce que ça c'est la règle aux États-Unis. Donc les nominations passent par la Chambre. Et donc, auquel cas, nous pourrions évidemment non pas nous réjouir totalement, mais nous inscrire dans cette dynamique, effectivement, qui est la confirmation, si vous voulez, de la reconnaissance marocaine du Sahara, et surtout, je veux dire, d'attendre pratiquement une espèce de pression que peut-être les États-Unis, et je dirais pourquoi tout à l'heure, si on continue le débat, pourraient exercer sur l'Algérie. Vous savez que, je passe rapidement, qu'aujourd'hui, la visite du patron de l'armée américaine qui est venu à Alger dernièrement, et bien entendu la presse algérienne s'en est donnée à cœur joie pour interpréter cette visite comme un succès, un retour de manivelle et tout ça, alors qu'il n'y a rien de tout ça. C'était tout simplement une visite pour mettre en garde le gouvernement algérien contre la présence de sous-marins soviétiques, pardonnez-moi, russes, qui sont rapatriés, si vous voulez, de Syrie, du Moyen-Orient vers la Méditerranée. Et l'inquiétude croissante des Américains, évidemment, a fait que ce monsieur de l'armée est allé simplement se rendre, n'est-ce pas, à Alger, pour dire au gouvernement algérien, attention, nous ne tolérerons pas ça, parce que tout simplement la Méditerranée, son nom le dit, je veux dire, c'est la Mare Nostrum, c'est-à-dire en fait, c'est la mer de la paix, c'est la mer et pas un océan de guerre. Et tout simplement, donc, il y a à ce niveau-là, par rapport à nous, Marocains, une attente qui s'exprimera certainement qu'il faut qu'un jour ou l'autre, les Américains soient plus efficaces, c'est-à-dire, c'est bien le soutien pour nous, on l'a acquis. Il est acquis au Maroc, bien entendu, la démarche elle est louable et tout ça, mais maintenant il faut, pour plus d'efficacité, pour parvenir à un règlement définitif, je veux dire total, intégral, n'est-ce pas, correct, surtout juste sur le plan du droit international, historique aussi, sur le plan de l'exemplarité, oui. Eh ben, il faut absolument que ce dossier, évidemment, si Trump ne le fait pas dans les 4 prochaines années, il faut absolument qu'on commence évidemment à s'inquiéter, je veux dire, à nous rendre à cette évidence que cette guerre avec l'Algérie sera, je veux dire, comme la guerre de 100 ans en Europe, entre la France et l'Allemagne, évidemment. De guerre avec oui, non, mais je veux dire, nous sommes en guerre, si Jawed, moi je trouve. Non, en conflit, mais écoutez, c'est la guerre des mots, c'est la guerre idéologique, c'est la guerre des comment dirais-je,
médiatique. Non, mais je comprends ce que veut dire Jawad Kardoudi. La guerre fait écho à la guerre militaire. Oui, mais là, pour l'instant, peut-être, plus... mais il y a toujours des escarmouches et je veux dire, et des agressions, des Polisario à Smara et partout. On va poursuivre le débat, messieurs. Il est 9h, regardez la pendule, il est 9h pile. On va céder la place et le micro à Mourad Baba pour le traditionnel journal de 9h et on va se retrouver dans quelques minutes pour poursuivre le débat avec Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin en ce mercredi 29 janvier 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. On parle géopolitique comme tous les mercredis avec nos deux décodeurs et on parle ce matin précisément de l'avenir des relations entre le Maroc et les États-Unis sous le deuxième mandat de Donald Trump. Il y a eu cet entretien téléphonique entre Marco Rubio et Nasser Bourita. Plusieurs sujets ont été abordés l'un des sujets qui a été abordé, c'est celui bien sûr des accords d'Abraham et du rôle du Maroc dans ce processus. Maintenant, là pour le coup, c'est un véritable défi pour la diplomatie marocaine, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la donne a changé entre 2020 et 2024. On n'est pas sans savoir qu'il y a eu des chamboulements, des guerres, des massacres au Proche-Orient, et que, je le rappelle à chaque fois, la cause palestinienne est érigée au même rang que la cause nationale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la plus haute autorité du Royaume du Maroc dans un discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une question qui reste centrale. Et ça fait écho au deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Quand on lit ce que compte faire, ce que prévoit, ce que dit en tout cas Donald Trump sur la question palestinienne et sur la population de Gaza, on peut s'interroger et non pas s'inquiéter, mais appréhender l'avenir de cette coopération entre Rabat et Washington, précisément sur cette question, mais qui rentre dans le cadre d'une coopération beaucoup plus globale. Jawad Kardoudi. Effectivement, vous avez raison de parler de ce problème des accords d'Abraham. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces accords n'ont rien donné, parce que l'objectif, c'est justement d'avoir une solution politique. C'est ça, si vous voulez, ce qu'il faut chercher dans ces accords. Or, jusque-là, on voit qu'il n'y a eu aucune avancée sur la question de la solution politique, qui est l'instauration d'un État palestinien. C'est la seule solution qui peut amener la paix dans cette région. Et jusqu'à maintenant, et comme vous l'avez souligné aussi, je ne pense pas que Donald Trump, qui est pro-israélien, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il est pro-israélien, aussi bien dans son premier mandat, je rappelle que c'est lui qui a déplacé l'ambassade Tel Aviv américaine à Jérusalem, c'est lui qui a reconnu le Golan comme étant israélien, c'est lui qui a fermé les yeux sur la colonisation en Cisjordanie. Donc, je suis très inquiet personnellement pour la question palestinienne avec Donald Trump. Alors ça, on le sait effectivement. Maintenant, la question, c'est de savoir comment le Royaume du Maroc, tout ce que vous avez dit est vrai et c'est un constat. Et on est d'accord là-dessus. Mais maintenant, la question, c'est comment le Royaume du Maroc peut relever ce défi. D'un côté, maintenir cette relation stratégique de coopération avec les États-Unis, mais d'un autre côté, influencer, ou tenter en tout cas d'influencer, la vision de l'administration Trump sur la question palestinienne. Hassan Alaoui. Écoutez, moi je reste quand même assez... J'essaie d'être lucide dans tout ça, mais ce qui compte pour moi, c'est qu'il y a eu une conversation il y a 3 jours entre les 2 ministres des Affaires étrangères, américains et marocains. Dans cette conversation très importante que tout le monde a rapporté, toute la presse internationale évidemment, qui s'intéresse à ce dossier, a décrite, il y a des éléments que pour moi, ils sont significatifs. C'est quoi? C'est le fait que le rôle du Maroc a été bien entendu salué solennellement. Pour que le secrétaire d'État, bien sûr, rende hommage au Maroc pour l'action, par exemple, le soutien constant de la politique marocaine à l'égard du peuple palestinien, c'est très significatif à un moment où, évidemment, bien sûr, certains, et vous savez très bien, vous devinez qui c'est, sont en train de jouer j'allais dire, cette partition dangereuse, d'abord de lier systématiquement et sémantiquement, si je puis dire, et je dirais même épistémologiquement, la carte de la Palestine et du Sahara, entre guillemets, occidental. Donc, arrive cette déclaration
de la première puissance des États-Unis pour louer le rôle joué par le Maroc à l'égard de la Palestine. Et notamment, il y a un an, vous vous en souvenez, quand il était difficile, il y avait le chaos et le blocus au Moyen-Orient et en Palestine en particulier à Arza, eh ben, le Maroc quand même a réussi à faire passer de l'aide concrète, quotidienne au peuple palestinien. Tant et si bien que même ceux qui se considéraient comme ennemis ou adversaires du Maroc ont dû, je veux dire, déchanter et reconnaître qu'effectivement le Maroc a réussi là où d'autres, n'est-ce pas, qui se contentent de paraphrases et tout ça, ont échoué. Donc pour moi, c'est l'élément essentiel. Maintenant, je vais aller plus loin, au-delà de tout ça, dans l'analyse. L'arrivée de Trump, c'est un bouleversement total. Mais total sur la scène internationale. Et qu'est-ce qui se passe en particulier? Je ne vais pas détailler maintenant la géopolitique internationale, mais je vais simplement dire en ce qui concerne ce dossier du Proche-Orient, il y a quelque chose qui se passe. Trump, c'est un catholique fervent, n'est-ce pas? Oui. Et puis, les références religieuses, évidemment, vous les connaissez chez lui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une espèce d'imbrication entre ce que j'appelle un establishment américain reposant sur la religion, reposant sur le message biblique, entre autres, et tout, et évidemment Israël. Un establishment Israël qui est pro-israélien. Donc la donne, elle est là. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, toutes les propositions, j'allais dire, criminelles, entre guillemets, auxquelles nous assistons, consistant à renvoyer les Palestiniens, à les déplacer, à créer, je sais pas, un autre espace comme... Ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle évidemment les périodes historiques malheureuses et tristes des années 30 du siècle dernier, n'est-ce pas, quand un Führer voulait absolument déplacer, il a réussi à le faire, des populations entières. Donc le principe est là. Et aujourd'hui, on ne peut pas évidemment rester figé et accepter cette réalité que Trump veut. On voit un peu sa politique expéditive, sa politique étrangère notamment, ce qu'elle a fait en 2 heures avec les Colombiens. Vous comprenez, en 2 heures. Et ce qu'il peut faire, c'est terrible. Donc, alors juste sur ce point, en fait, lorsqu'il s'agit de contraindre des États qui lui sont dans sa tête et dans sa vision hostile, quand il s'agit de les contraindre à appliquer ce qu'il veut, c'est vrai que globalement, il arrive souvent à obtenir gain de cause sur des questions commerciales, sur les questions liées aux immigrants clandestins. Là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, lorsqu'on essaie de régler une affaire aussi complexe que celle du conflit israélo-palestinien, il y a tout un référentiel, tout un historique culturel, politique, etc. Là, parfois, la méthode Trump se heurte à la réalité de la géopolitique et de la politique, tout simplement. Tout à fait. Et peut-être qu'on est en train d'assister, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, aux limites du Trumpisme en matière de géopolitique internationale. Je termine en 2 mots. Oui. Trump considère que l'Amérique n'a pas d'amis. Tous ou toutes les nations, ce sont des clients, tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche. Des clients ou des ennemis jusqu'à preuve du contraire. Oui, cette ambivalence, ce manichéisme est là. C'est ce qui fonde la politique internationale des États-Unis aujourd'hui. Donc, moi, rapidement, et j'arrête parce que Jawad doit prendre la parole, moi, je me souviens d'un livre que j'ai lu il y a 30 ans, et que je vous recommande s'il existe encore, signé par un grand journaliste qui s'appelait Claude Julien, directeur du Monde diplomatique, n'est-ce pas? À la suite d'un autre auteur qui s'appelle Raymond Aron, qui était mon professeur évidemment. Eh bien, l'impérialisme américain, c'est une donnée naturelle pour eux. Et évidemment, ce livre de Claude Julien, il détaille un petit peu cette notion de clientélisme, si vous voulez, que Trump reprend sans embâche, toute honte bue, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amis aujourd'hui. Il y a le client et les taxes. C'est ça. Jawad Kardoudi, je vous donne la parole juste après l'essentiel de l'info présenté par Karim Droné. À tout de suite. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Hassan Alaoui et Jawad Kardoudi. Chose promise, chose due. Je vous donne la parole, Jawad Kardoudi. Merci, Siad. Par rapport justement, on était en train d'évoquer la question les limites peut-être du Trumpisme en matière de géopolitique internationale. Alors je dirais, je l'ai déjà utilisé, je suis effaré par cette proposition de Donald Trump
de déporter. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une déportation. Il veut déporter 1,5 million de Palestiniens en Jordanie et En Égypte. Et en Égypte. Ce qui a été refusé par les deux pays d'ailleurs. Je trouve que il faut pas, on dirait que tout le monde a peur de lui. C'est ça ce que dit aussi Hassan. Tout le monde a peur de lui. C'est la politique du big stick. Oui. Le gros bâton. Eh bien, il faut résister. Je l'ai déjà dit. Roosevelt. Il faut résister et je souhaite qu'il y ait un sommet arabe qui parlera de cette question et qui dira d'une façon totale, il n'est pas question que les Palestiniens quittent leur terre, la terre de leurs ancêtres. Et non seulement le sommet arabe, l'Europe aussi. On dirait qu'elle aussi, elle a peur aussi de Donald Trump. Disons que les Européens, ils ont d'autres chats à fouetter avec Donald Trump. Oui, mais ils nous ont habitués à des valeurs qui sont en train justement de ne plus respecter. Donc l'Europe, il y a aussi le Sud global. Moi, je souhaiterais que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil puissent aussi... Trump, vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un de fort, si vous montrez de la peur et si vous montrez de la faiblesse, il va aller encore plus. Alors, juste sur la question... Je peux intervenir rapidement. Oui, je voulais vous relancer par rapport à ce sujet. Alors, voilà, donc c'est pas la peine de poser la question, je sais, j'ai compris. Mais non, c'est une autre question, parce que Jawad Kardodi a évoqué la question du déplacement des Palestiniens en Jordanie et en Égypte. J'ai rappelé aussi le refus des deux pays... Vous dites déplacement, lui, il dit... Déportation. Oui. Moi, je dis déportation. Moi, je parle parce que ce qui a été dit et ce qui a été dit dans la bouche de Donald Trump, c'est il souhaite déplacer de force les Palestiniens de leur terre. Et au regard du droit international, c'est un crime. Donc ça, on est d'accord sur la terminologie. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport des forces. Jawad Kardodi a raison de parler de rapport de force. Aujourd'hui, c'est pas une impression. Tout le monde a peur de Donald Trump. Et parfois et souvent à juste titre. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse qui est la vôtre sera intéressante. La mienne. Mais attendez, oui. Quelle est la marge de manœuvre des deux pays concernés, par exemple, de la Ligue arabe évoquée par Jawad Kardodi, pour tenter, d'une manière ou d'une autre, de faire pression sur Donald Trump, avec des arguments qu'il comprend et qu'il peut entendre, pour lui dire tout simplement que c'est une utopie, ce qu'il propose pour les Palestiniens de Gaza. Il n'y a pas 36 solutions. Je vais revenir à quelque chose. Vous vous souvenez, pendant un moment, on parlait de Pax Americana. Eh bien, la Pax Americana, elle doit revivre aujourd'hui, ressortir des tiroirs et évidemment offrir au nouveau président des États-Unis, à la nouvelle administration, la chance, la possibilité de régler ce problème. Puisque Trump, c'est un imaginaire, comme on dit, et puis un exécutant aussi, féroce, eh bien, elle peut régler à la fois le problème de l'Ukraine et le problème du Moyen-Orient. Maintenant, par rapport à ce que vous concédez, je veux dire, vous décrivez comme une force et une brutalité et tout, mais il n'y a pas que cette région du monde qui est affectée par la nouvelle politique américaine. D'abord, il faut quand même qu'on soit raisonnable et qu'on attende un petit peu les premiers actes concrets. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est que l'Europe n'existera plus maintenant. Elle n'existe déjà plus. L'Europe est jetée dans le pavé, dans la crise. Monsieur, notre ami, comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, qui s'appelle Védrine, il a beau d'écrire un beau livre sur le Sud global, sur les BRICS, comme force, comme pôle, et tout. Mais tout le monde se sent aujourd'hui interpellé, si c'est non menacé. Et même la Chine de Xi, donc vous comprenez, elle est en train de se positionner. Ce qui se passe, par exemple, au Groenland, le Canada et le Groenland et le conflit avec le Danemark, l'enjeu de la discussion violente entre Trump et la première ministre danoise. Vous vous rendez compte, évidemment, c'est que simplement, c'est le retour de ce qu'on peut appeler la politique impériale. Et les gens ne sont pas d'accord quand je dis il y a une volonté, si vous voulez, de faire revenir de ce que Aron, justement, a décrit comme république impériale. Elle est là. Et je termine avec l'Europe, s'il vous plaît. Oui. L'Europe, c'est fini. L'Europe, elle est en pleine crise. Aujourd'hui, von der Leyen se rend à Bruxelles pour faire tout un exposé important dans une réunion importante sur ce qu'elle appelle la compétitivité internationale et le rôle de l'Europe. Eh bien, il n'y a plus de compétitivité parce qu'elle est annihilée. Elle est tout simplement, pardonnez-moi l'expression, bouffée
par le projet américain. Tout ça, c'est bien, on est d'accord, mais c'est pas mon sujet. C'est ça la réalité. Non, mais je sais, mais c'est pas mon sujet. L'Europe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On peut en parler une autre fois si vous voulez. Moi, je parle de Gaza parce que pourquoi on en parle? Parce que Donald Trump a eu des mots des mots choquants pour certains sur la question palestinienne, sur les Palestiniens de Gaza. Et Donald Trump s'est présenté pendant la campagne électorale et il se présente toujours d'ailleurs aujourd'hui comme un président qui certes peut être agressif pour défendre les intérêts des Américains, mais il s'est présenté aussi comme un président pacificateur. Oui. Il a promis la paix. Il a promis la paix en Ukraine et en Russie. Il a promis de pacifier le Moyen-Orient. Je ne suis pas sûr que dire qu'il faut faire le ménage et nettoyer Gaza, ça rentre dans une logique de pacification. Au contraire, ça valide les thèses extrêmes et extrémistes de l'extrême droite israélienne. Et moi, ce qui m'intéresse de vous entendre, c'est comment voyez-vous l'avenir de cette région sous le mandat de Trump, lui qui veut imposer la paix? Est-ce que vous pensez que la logique qui est la sienne, il faut faire le ménage, nettoyer, comme si c'était aussi simple que cela, ça amènera à une pacification de la zone ou au contraire à une escalade de la violence? Alors, il ne faut pas se coucher devant lui, devant ce que Hassan appelle l'impérialisme américain. C'est vrai, c'est un retour de l'impérialisme américain qu'on a connu dans le passé. Mais il ne faut pas se coucher, il faut lutter, il faut combattre, il faut le combattre. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, quand quelqu'un est très fort, s'il sent que vous êtes faible, que vous ne bougez pas, il devient encore plus dur. Oui, mais si vous êtes faible, justement, si le rapport de force il est inégal, comment vous faites pour essayer, malgré tout, de raisonner la partie en face qui a une supériorité de puissance? S'il y a une union, si par exemple, la Jordanie et l'Égypte toutes seules, elles ne peuvent pas s'opposer à Donald Trump parce qu'il les aide économiquement, etc. Mais si c'est le sommet arabe, c'est déjà plusieurs pays. Je suis d'accord que l'Europe, malheureusement, ne joue plus le rôle qu'elle joue. Le Sud global doit aussi ne pas se coucher. Oui, mais le Sud global, il a d'autres intérêts autres que la question palestinienne. Je vois que c'est la seule solution. Sinon, c'est le retour de l'impérialisme américain et on ne peut plus rien dire. Donc moi je dis, il ne faut pas se coucher devant. Très bien, une question très simple pour rester sur le même sujet. Est-ce que vous pensez qu'il voudra ressusciter le processus de normalisation entre Israël et les pays arabes de la région? Il a déjà commencé avec l'Arabie Saoudite. D'accord, mais est-ce que vous pensez... D'accord, mais est-ce que la question est précise? Est-ce que vous pensez que c'est l'un de ses objectifs? Est-ce que c'est l'un de ses objectifs rapidement, à court moyen terme? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Bien sûr que c'est le cas. Est-ce qu'il fait tout pour? C'est dans les pipes de la diplomatie américaine. Est-ce que vous voyez des signaux positifs par rapport à tout cela? Non, pour l'instant, je m'interdis de juger quoi que ce soit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'attends. Aujourd'hui, nous en sommes... les missions, les discours, les décisions... les décisions sont déjà prises, certaines, d'accord, sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, nous attendons, parce que, tout simplement, l'échiquier est compliqué. Et la première décision, bien sûr, concernant le Moyen-Orient qu'il a prise, c'est celle de décider de déplacer les populations dans deux pays qui sont évidemment les alliés principaux dans la région des États-Unis, n'est-ce pas? Bon, on est d'accord que ça ne se produira pas. On ne sait pas si ça ne se produira pas. Oui, mais les Palestiniens ne veulent pas quitter leur terre malgré tout ce qui s'est passé. Bien sûr, ils vont mourir. Je ne sais pas comment vous pouvez les obliger à... Mais je ne vois rien, moi. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'analyse ce qui existe, les faits tangibles. Ils sont là. Si, évidemment, il y a une suite et une décision, si on va, j'allais dire comme au Vietnam autrefois, on déplace des avions, des gros cargos, des B-52 et tout ça, pour les remplir de populations palestiniennes et les emmener de force quelque part, oui, je dirais, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et sur l'issue politique, parce que bon, on sait que si déplacement il y a, même si ça ne peut pas se produire, ou ça se produira dans un monde imaginaire, si déplacement de la population de Gaza il y a, on peut dire au revoir à la solution politique à deux États. Hein. C'est fini. Hein. C'est le rêve de Netanyahou. Bah oui, mais ça on le sait. Mais c'est la raison pour laquelle je vous dis que ce que dit Donald Trump aujourd'hui renforce ou donne du crédit aux thèses extrêmes de l'extrême droite israélienne. Il y a un croisement, une interconnexion entre deux situations. Il faut instaurer un nouveau régime en Israël, n'est-ce pas? Et c'est pas celui-là de Netanyahou qui va se prêter à des discussions. Et en même temps, il faut faire évoluer
au sein même du monde arabe et au sein de la Palestine les dirigeants. Et donc, personnellement, il faut absolument que le Hamas disparaisse, tout simplement. Parce qu'il n'a pas sa place aujourd'hui dans un processus de négociation efficace et porteuse. Ça, je donne la parole à Jawad Khalidi, mais ça c'est votre avis, mais la réalité, elle est tout autre. Attendez, ouais. parce que la réalité est tout autre. Vous avez, je crois qu'on a tous Il y compris. a une autorité palestinienne qui existe, reconnue au sommet de Rabat en 1974, ici même. Très bien, mais aujourd'hui, Israël négocie avec qui sur la question des otages et sur la question de retour. C'est l'aspect militaire, ça, uniquement. Mais ce sont des accords qui rentrent dans le cadre des négociations politiques. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Il y a un mouvement qui s'appelle le Hamas et qui est l'interlocuteur et d'Israël et des intermédiaires pour les otages et pour les prisonniers et pour les actions terroristes. Même pour l'accord de cessez-le-feu. Un accord de cessez-le-feu, ça reste un accord politique, que vous le vouliez ou non. Donc c'est beaucoup trop complexe pour essayer de simplifier les choses de la sorte. Jawad Khalidi, le mot de la fin. Le mot de la fin, le 51e État des États-Unis, c'est pas le Canada, c'est Israël. Et Donald Trump ne fera rien du tout pour... dernièrement encore, je vous donne toujours des angles, il y avait des bombes de 1000 tonnes qu'il a débloquées pour les livrer à Israël, pour que Israël bombarde encore Gaza, parce que qui c'est qui a détruit Gaza? Bien sûr, c'est Israël, mais c'est avec les armes américaines. C'est avec les armes américaines. Et il vient encore de leur donner des bombes de grande puissance. Donc moi, j'attends rien de lui. Il est 9h29, passé de 30 secondes. C'est la fin de cette émission. On suivra en tout cas avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sur le terrain. On y suivra aussi avec beaucoup d'intérêt les déclarations des uns et des autres, notamment celle de Donald Trump. Et on sera toujours ravis de vous accueillir pour en discuter. Parce que bon, ça ne peut faire de mal à personne que de parler, de discuter, mais c'est toujours très intéressant de vous écouter, mettre en perspective certaines informations et certaines actualités. Merci beaucoup Jawad Khalidi, merci Hassan Alaoui. Karim Droné revient dans quelques instants pour le journal de 9h30 et le programme d'Atlantique Matin se poursuit jusqu'à 10h. Atlantique Matin. 7h-10h. Avec Adil Abdali. Atlantique Matin, le réveil de l'info.